Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de notre talk format, à retrouver en replay d'ailleurs sur YouTube. C'est aussi pour ça qu'on a enregistré la rencontre sur le compte YouTube de la Fabrique des Formats. Avant d'être un épisode à retrouver sur YouTube, c'est évidemment d'abord une rencontre ouverte à tous, et je salue d'ailleurs tous les participants présents ce soir, aujourd'hui, que ce soit des habitués ou des nouveaux, puisque évidemment l'idée c'est aussi d'ouvrir la discussion aux néophytes, en tout cas la discussion liée au format. L'idée, c'est de se retrouver voilà, 1 heure chaque mois, un thème, un invité, le thème autour de la télévision en général et des formats. Alors, peut-être que ceux qui étaient présents pour nos précédentes éditions s'en souviennent. On a pu aborder la question du factual et du factual entertainment. C'était avec Laetitia Lamique, c'était notre 3e édition de ce talk format. On avait pu aussi aborder la question de la création des formats de jeu avec Aurélien Lipiansky, voilà, et Mickaël Moreau d'ailleurs. On a notamment parlé de Guess My Age. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas parler d'un autre genre, une autre thématique qui en fait est un oiseau rare en termes de format dans le parc, dans l'audiovisuel français, mais même dans le monde globalement, les formats documentaires sont assez rares. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du format documentaire. Euh, pour en parler, notre invitée n'est autre que la créatrice d'un des formats documentaires. Alors, on peut l'appeler format documentaire ou différemment, on verra, on va lui poser la question d'ailleurs dans un instant. Alors, en tout cas, cet objet audiovisuel a été vendu dans 12 territoires aujourd'hui, et c'est un des records, en tout cas des créations françaises vendues à l'international de ces dernières années. Ça nous fait très plaisir de recevoir Caroline Delage, qui est notre invitée. Merci beaucoup, Caroline, pour ta présence. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Avec plaisir. Alors, malgré ton emploi du temps chargé, d'ailleurs, merci pour ça, on l'imagine, puisque on aura l'occasion d'y revenir. Tu as de multiples casquettes, puisque la journée, puisque maintenant il commence à faire nuit, on peut dire que tu es aussi journaliste et présentatrice à l'antenne le midi, notamment sur C8. Et donc, voilà, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce talk exceptionnellement se déroule à 17h et non pas à midi. Oui, Mais voilà, on tenait à ce que... désolée pour ça. Ah bah non, c'est surtout à nous qui sommes heureux de t'avoir malgré tout. Alors, on va te laisser te présenter dans un instant, mais peut-être rappeler à nos invités le programme du jour. Arnaud, je te laisse peut-être transitionner sur la slide suivante. Tout à Euh, fait. Comme le disait Leï, c'est sur une intervention d'1 heure ou pendant 5 minutes. Là, je vais très rapidement vous présenter un petit peu les services de la fabrique, comme on a l'habitude de le faire, mais je vais passer très très vite pour qu'on puisse vraiment avoir plus la teneur du propos sur les formats documentaires. Donc, pour rappel, en fait, on est une équipe constituée Arnaud, Arnaud, de... Arnaud, je t'arrête, mais on a un Oui. bug sur la slide, je crois. Ah, Euh, qu'est-ce qui se passe? c'est Qu'est-ce qui pour ça que j'ai s'affiche? transitionné, parce que j'allais faire la petite explication du thème en 3 temps, mais du coup, je crois qu'on reste sur la slide de début. C'est vraiment bizarre Bah, parce écoute, que... c'est pas grave. Mettons du coup le document en version classique, Ouais, je vais mettre en version classique parce que éditable. sinon... Voilà. Voilà, excusez-moi. Et Hop, t'inquiète pas, du coup, je reprends sur le. au départ. Hop. Voilà. Bon, on va voir comme ça vous Ouais, convient, c'est pas... faisons comme ça. Après Allez, tout, ok, bon. on la joue. Donc, On la joue. pardon, tu veux que je reprenne du coup, Laïs? Ouais, non, bah, je vais reprendre rapidement sur la slide 2, sur le Ouais. sommaire. De toute façon, ça va être assez rapide. Vous l'avez compris, donc, de manière voilà, générale, on va fonctionner en 3 temps. Premier temps introductif, présentation de la fabrique et de notre invité, ce que Arnaud s'apprêtait à faire il y a un instant et qu'on va faire tout de suite. Second temps dédié à nos questions avec Arnaud. Et puis, troisième temps, votre temps, quelque part, qui sera 15 minutes dédié à vos questions. Et voilà, du coup, je te laisse, Arnaud, présenter à la fois les éléments de présentation de la fabrique et puis les outils. Ok, ça marche. Donc très rapidement, donc voilà, nous sommes la Fabrique des formats, donc une équipe constituée de 6 agents de la création française de formats. On est une agence qui s'occupe vraiment d'accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient auteurs ou producteurs, dans la création de formats. Donc moi, je m'occupe principalement de la formation et des partenariats, et mon acolyte Lace, lui, s'occupe plutôt de la partie veille internationale, surtout des publications, notamment sur l'étude, mais aussi sur les communications qu'on peut faire à l'extérieur de la fabrique. Très rapidement, donc en fait, nos services se structurent en quatre chapitres, si j'ose dire. Une première, effectivement, sur la veille, où notre objectif, c'est un peu donner des informations clés en main auprès des porteurs de projets français, sur voilà le marché des formats en France, sur le marché international, comment se comporte aussi la distribution française,
à l'international, avec une étude annuelle qui est publiée sur le site, principalement pour les adhérents, mais qui est aussi accessible si jamais au besoin vous vous êtes intéressé, qui fait état justement de l'actualité et voilà, comment se comporte le format en France, combien il y a de formats diffusés sur toutes les chaînes de la télévision française, aussi sur les plateformes. Une autre brique sur la formation, où là, je vais revenir dans un instant, mais on forme à la fois des étudiants, mais aussi un public de professionnels, soit en reconversion issus d'autres secteurs, ou bien évidemment aussi ceux qui viennent de l'audiovisuel, sur diverses thématiques, sur l'écriture, sur le développement, sur la distribution, mais aussi sur des formations un peu plus outils clés en main, comme comment protéger son format, quel que soit le genre, comment le pitcher, comment le vendre à un diffuseur ou un distributeur. Donc voilà, c'est vraiment toute une panoplie de formations et d'outils qu'on essaye d'inculquer et d'enseigner à la fois des professionnels et à des étudiants pour porter vraiment des projets de format à l'international dans le territoire français. On fait aussi de l'accompagnement et de l'expertise. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir challenger vos projets, donc à la fois pour des jeux, pour des divertissements, pour de la fiction, du documentaire, mais dans une logique format. Et on fait aussi de l'investissement. Donc, on a récemment obtenu un partenariat avec Banijay. On est en train de monter les premiers projets finaliste dans le cadre de l'appel à projet Banijay, la fabrique des formats, où l'objectif, c'est pouvoir investir dans des pilotes et dans des pré-développements de formats audiovisuels. Donc, cette année, c'était sur le factual, le social experiment, mais il y aura d'autres aussi appels à projets qui vont venir les années suivantes. Très rapidement aussi, donc à la Fabrique, on a un sujet assez fort de lobbying. C'est un sujet qu'on évoque assez régulièrement durant nos talks formats. Notre objectif, c'est en fait auprès des pouvoirs publics montrer que le format, c'est aussi une vecteur d'une opportunité à l'international, puisque avec le marché de l'IP qui est assez fort, notamment sur les formats à la fois anglo-saxons, asiatiques, on sent aussi que la France a une nécessité de se lancer sur ce marché, de vendre vraiment des marques qui peuvent cartonner à l'international. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une alliance, donc l'ACP2F, Alliance pour la création et la promotion de formats français, où l'objectif, c'est de réunir auteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs, industrie technique et la fabrique pour avoir un discours commun sur comment activer des leviers auprès à la fois du gouvernement, mais aussi auprès d'autres instances ou institutions publiques pour porter ces projets à l'international. Très, très rapidement, donc nos prochaines formations qui vont venir pour début 2023, donc c'est à la fois une formation sur l'éco-responsabilité, qui est certifiante. Vous pouvez toujours vous inscrire si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à venir vers nous si jamais le cœur vous en dit et que vous voulez vous former à ces idées de d'éco-responsabilité. Initiation aussi au métier de chargé de développement, donc les 25, 26 et 27 janvier. Et enfin, l'art du pitch. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la manière de pitcher son projet devant un public, qu'il soit commercial, que ce soit un diffuseur ou un distributeur. Voilà pour l'essentiel de la fabrique. Du coup, Caroline, je vais te laisser te présenter et pour introduire ce talk format sur la création de formats documentaires en France. Parfait, merci beaucoup. Je suis journaliste d'abord. C'est ma première vie, c'est mon premier métier. Donc, j'ai été présentatrice de journaux, d'émissions, reporter, grand reporter. J'ai été correspondante à Jérusalem de 2011 à 2013. J'ai travaillé pour France Info, Public Sénat, iTélé, Canal+, Europe 1, entre autres. Voilà, j'ai fait beaucoup de radio et de télé. Et aujourd'hui, comme tu le disais en introduction, je suis donc tous les jours sur C8 dans une émission qui s'appelle William à midi, présentée par William Lémergie, où je présente le journal, qui est le seul journal de C8, qui est donc lu à 12h45 à la mi-journée, et où j'ai fait aussi des chroniques dans l'émission depuis, c'est la 6e saison. Et par ailleurs, j'ai ma société de production qui s'appelle Au Tableau Production, du nom donc de cette émission que j'ai créée Au Tableau, qui a en effet, on aura l'occasion d'en reparler, a Je te été rassure, on va adapté en parler un petit peu. dans Mais 12 on va pays. sûrement aussi parler des autres documentaires dont je sens que tu vas nous parler dans un instant. Voilà, et qui produit toutes sortes de programmes, que ce soit des web-séries, des podcasts, des documentaires, des magazines. Mais ce qui m'intéresse, et j'y reviendrai plus longuement plus tard, c'est de produire des contenus à impact. Voilà, Ça marche. pour la Écoute, merci présentation. pour cette présentation succincte. Effectivement, autre casquette parmi les casquettes qu'on n'avait pas encore citées, celle d'autrice. Effectivement, je ne sais pas, une vie d'écart, ça peut parler à certains, notamment si on regarde le visuel qu'il y a derrière Arnaud, mais aussi 11 de légende, qui là, c'est 2 titres de tes formats documentaires qui ont été lancés, je crois, avec le groupe Canal, en tout cas diffusés sur Canal+. Ouais,
Tout à fait. et dont on pourra échanger. Et j'espère aussi que ça ouvrira la question du documentaire aussi, et pas seulement de ce format au tableau. Mais au tableau, ces deux mots, Caroline, tu les connais bien. Oui. Et le concept qu'il y a derrière aussi, j'imagine. Et aujourd'hui, on voulait retourner, avec bienveillance évidemment, ce concept contre toi d'une certaine manière. Ok. Euh, C'est moi en qui te- passe au tableau, c'est ça? C'est ça. Donc Caroline, j'ai envie de te dire au tableau. Ok. Donc, question numéro un, Caroline. Alors, pour le coup, avant de commencer, pour détendre évidemment l'atmosphère, l'idée, c'est pas du tout de créer ce lien comme la mécanique est pourtant bien ficelée, de créer ce lien de retournement de situation. Mais pour le coup, l'idée, c'était d'introduire aussi en se posant cette question de qu'est-ce qu'on désigne d'abord en termes de genre quand on parle de format documentaire, avant même d'aborder même la question de cette expérience au tableau. En amont, d'ailleurs, pour préparer cette rencontre, tu nous disais toi-même, et ça permettait de souligner aussi que personne n'est vraiment d'accord sur qu'est-ce qu'on met dans le format documentaire et est-ce qu'on considère que Au tableau est un format documentaire et qu'est-ce qu'on mettrait dans cette case-là. Donc, question assez générale, justement, en tout cas ta vision du format documentaire. Euh, Quel est d'après toi, enfin, est-ce que typiquement c'est un type de format particulier qui fait appel au réel, et pour le coup il y a d'autres formats du réel type la télé-réalité, le social experiment, le factual entertainment. De ce point de vue-là, quelles sont les dissociations que tu verrais? Mhm. Et est-ce que, à l'inverse, à la différence avec le documentaire, entre guillemets, en termes d'unitaire, le film documentaire, est-ce que c'est simplement la dimension sérielle qui est en jeu? Oui, c'est plein de questions que je me pose aussi moi-même au quotidien. Alors, ça dépend ce qu'on appelle documentaire déjà. Donc, en effet, pour moi, au tableau, c'est pas un documentaire, c'est un magazine. Ouais. Et donc, c'est pas un format documentaire, mais c'est pour le coup, c'est un format, évidemment. Et en revanche, d'autres productions que tu as citées, Une vie d'écart, c'est carrément un format documentaire pour moi. D'ailleurs, c'est l'adaptation d'un format anglais. Hein. Je suis pas créatrice de ce format. En revanche, 11 de légende, là, on est à l'origine c'est une création originale, mais pour moi, c'est aussi un format documentaire. Et pour le coup, Donc, c'est c'est un vrai que c'est unitaire. hyper compliqué. Une C'est vie un d'écart. unitaire, Ok, absolument. mais on est ensemble. Ok. Donc, il n'y a pas forcément une dimension sérielle, même si c'est vrai que dans le format documentaire, on a tendance à imaginer plusieurs épisodes, soit de la même histoire, ce qui est le cas d'Une vie d'écart, c'est 4 épisodes de 52 minutes d'une histoire qu'on suit, soit comme là, je vois, vous avez mis par exemple Des trains pas comme les autres. Chaque épisode raconte une histoire différente, mais c'est aussi une série documentaire. Donc il y a les deux possibilités, mais un unitaire comme 11 de légende, que j'avais pensé à la base en épisode, hein, mais qui, par les besoins du diffuseur, faut aussi, quand on arrive à trouver un diffuseur, s'adapter à la case qu'on veut bien nous donner, aux besoins du diffuseur. Donc moi, j'avais proposé en plusieurs épisodes, on m'a demandé un unitaire, donc on a fait un unitaire. Mais c'est pour moi définitivement un format et je compte bien le proposer sur le marché international, quitte à le découper en épisodes s'il faut s'adapter à ces codes du format documentaire qui voit plutôt en effet des séries, je pense, plutôt que des unitaires, en Et là où effet. ce serait un format, c'est aussi parce que du coup, c'est une trame qui pourrait vraiment être adaptée. C'est pas juste une vente en Exactement. ligne. D'accord. C'est une expérience, en fait, qu'on a mise en place et qui peut être reproduite dans un autre pays, ailleurs ou dans une autre ville. Donc, c'est en ça pour moi que c'est un format documentaire parce qu'il suit ce qui se passe dans la réalité. Mais la différence avec un documentaire classique, bon, déjà, c'est vrai qu'on rentre pas dans le mot documentaire au sens français du Ouais. terme. En Angleterre, oui, c'est carrément un format documentaire, mais en France, si on s'en tient au code CNC et aux critères très stricts du CNC, par exemple, Une vie d'écart, moi, j'ai pas obtenu le financement du CNC parce que ça rentrait pas du tout dans dans leur case qui sont quand même assez, enfin, les lignes sont assez droites, hein, donc c'est compliqué Mhm. d'y rentrer. Et par principe, parce que c'était l'adaptation d'un programme anglais, quoi qu'il arrive, pour eux, ce n'est pas une création originale, ce n'est pas un point de vue d'auteur, et donc ça ne rentre pas dans les documentaires classiques. Donc, pour moi, c'est un format documentaire, mais pas pour le CNC. 11 de légende, qui a la même écriture, qui est le même principe. On a mis en place une expérience. On emprunte, pour moi, au code de la télé-réalité, au bon code, enfin, qui apporte beaucoup au documentaire. Mais c'est une création originale. J'ai obtenu le soutien en, comment ça s'appelle, pas en automatique, mais du CNC. Le mot m'échappe là. Enfin, vous J'avais voyez très également bien un de autre quoi je veux parler.
Compte de soutien, mais non, c'est automatique ou l'autre, c'est ça? Je sais plus comment Ouais, ça s'appelle. exactement. OK. Bah, j'ai Ouais, oublié le terme, mais complètement. enfin, voilà, j'ai fait une demande de soutien au CNC que j'ai obtenue. Alors, malgré tout, on a obtenu moins de la moitié de ce qu'on avait demandé parce qu'on ne rentre pas non plus complètement dans les codes. Voilà. Après, Mmh. la durée, est-ce que j'ai fait une série qui s'appelle 27 femmes, qui est une série de portraits. C'est vraiment un format, puisque c'est 27 portraits construits complètement de la même façon et le mécanisme est reproduit à chaque fois. Donc, de 27 femmes dans chacun des pays de l'Union européenne. C'est un format court, 2-3 minutes, qui peut être considéré pour moi comme une série documentaire, même si c'est très court. Euh, on a fait une web série qui s'appelle OK Zoomer, dans laquelle on donne la parole aux moins de 25 ans, aux Zoomers, donc, pour le Mm. digital de Canal+. Euh, Ça, pour le coup, moi, je le vois plus en format, mais interview, mais pas en documentaire. Bon, voilà, après, c'est très subjectif. Donc, ça dépend ce qu'on appelle un documentaire ou pas. Ça dépend les codes qu'on y met. Mais pour moi, le format documentaire vraiment le plus représentatif, symptomatique, c'est de l'expérimentation sociale. C'est une écriture très britannique, en fait, hein, très, Mmh. Channel c'est mettre 4, en c'est un peu place une expert expérience. là-dessus, effectivement, la chaîne Exactement, britannique. Channel Ouais. 4, qui moi, est non pas ma source d'inspiration, mais je me reconnais complètement dans leur écriture. Je trouve qu'elle apporte beaucoup parce que dans chacun des films ou des séries que je fais, je filme non pas quelque chose qui existe, mais quelque chose que je mets en place. Donc une expérience avec des codes de la télé parce qu'on a des experts qui suivent, qui commentent, qui donnent leur avis et on fait un peu la preuve par l'image en suivant cette expérience pendant un temps donné et en montrant les résultats sur Sans un enjeu aller, sociétal. c'est très clair en fait, finalement, et sans aller nécessairement jusque du coup de ce que je comprends aux stimuli externes, puisque l'idée c'est vraiment de suivre les gens, et quand il y a du stimuli Voilà, et de externe, voir ce du qu'on mécanique, c'est du factual entertainment et c'est plus vraiment du documentaire. on Euh, n'écrit pas le scénario à l'avance. Alors une vie d'écart, c'est un format britannique qui s'appelle All People's Home for 4 Years Old, qui a été adapté dans je ne sais pas combien de pays. Donc, j'avais un peu idée de comment ça risquait de se passer, ouais. même si en fait, on part quand même à l'aventure parce qu'on met en place quelque chose et ensuite on filme ce qui se passe, évidemment. 11 de légende, pour le coup, on est parti complètement dans l'inconnu sans du tout savoir où on allait. Hmm. Et on n'était pas sûr que ça allait donner quelque chose. Et Mmh. finalement, Et finalement, heureusement pour ceux et qui l'ont finalement, pas c'est un vu, du film coup que c'est je vous recommande disponible. Voilà, sur ma disponible canal. sur MyCanal. Comme ça, voilà, ça sera. Après, je pourrais évidemment raconter un peu plus en détail de Ah bah, avec quoi. Mais plaisir. là, on était sur la définition Exactement, du format exactement, documentaire. Donc, exactement. Je ne sais pas si Arnaud avait d'autres éléments à aborder ou pas sur la dimension sérielle, mais je crois que tu l'as rapidement abordé. Non, bah, oui, Non, cette effectivement, question. après, c'est pas pour trop préempter parce qu'il y a une question qui va venir là-dessus, mais ce qui est vraiment intéressant, à la fois dans ce que tu témoignes, Caroline, mais aussi ce qu'on ressent dans le secteur, c'est que on sent que à partir du documentaire, quand on projette vers la sérialité ou vers un format, on sent qu'il y a les codes du réel qui rentrent. Donc, c'est-à-dire comment construire une écriture du réel à travers différentes expériences. Ça touche un peu avec la télé-réalité, ça touche un c'est peu ça, avec le story experiment, ça touche un peu au factual entertainment. Donc, on est vraiment dans un tout à positionnement au fait. carrefour de toutes ces réflexions. C'est pour Euh, ça qu'on a autant de mal à rentrer dans quelque chose du CNC qui est hyper formel et hyper encadré. Mais c'est dommage parce que pour moi, ce sont des écritures plus modernes qui apportent vraiment quelque chose au genre documentaire, et qui permettent un peu de le renouveler ou de le différencier. Et c'est dommage que ce soit Qui permettent pas aussi considéré comme un documentaire. et qui permettent aussi de toucher du coup une audience aussi plus large, parce que du coup, forcément, Exactement. étant donné que ça va dans enfin, c'est quelque part du documentaire, sans que certains s'en rendent compte, bah, ils vont avoir accès, alors qu'ils n'iraient pas par définition, parce que ce mot peut faire peur parfois à certaines personnes, alors qu'en le mettant et en le montrant d'une autre manière, en fait, on touche aussi, je pense, des gens qui se sentiraient particulièrement touchés. Euh, Question 2. Euh, sans transition, où là, Question. on a parlé évidemment plutôt du genre, et donc de manière très générale, assez théorique, qu'est-ce que le genre documentaire, etc. Là, l'idée, c'est plutôt d'aborder la question et de profiter du fait qu'on t'est avec nous, et de savoir, en fait, de parler un peu plus de toi et de ta double casquette, justement, on le disait, à la fois journaliste et productrice, autrice d'un côté. Question très basique, en fait, on imagine que forcément ces deux casquettes communiquent entre elles et se nourrissent mutuellement. Exactement. Et j'aurais voulu, enfin, et l'idée c'était de voir avec toi de quelle manière, comment l'un sert l'autre, enfin, comment tu pourrais. Euh, est-ce- C'est vrai que
dans la chronologie, je suis d'abord Ouais, journaliste et c'est mon métier de journaliste qui m'inspire, et aussi ma vie personnelle, enfin, qui inspire les formats. C'est ce qui m'a permis aussi de connaître, enfin, d'être productrice et de connaître absolument tous les aspects de la fabrication d'un programme, de la création jusqu'à, je le défends aussi dans la presse, parce que ce sont des sujets aussi qui me tiennent à cœur, ce sont des contenus à impact, donc ça me tient à cœur d'en parler. Après, sur le contenu, le sujet, est-ce que, dans quel sens ça va? C'est vrai que ça se nourrit parce que pour moi, être productrice, c'est une autre façon d'être journaliste. Il y a 1000 façons d'exercer le métier de journaliste. On peut être sur le terrain, on peut être à l'antenne en présentation, on peut être dans la programmation, dans la recherche, dans la préparation. Enfin, il y a 1000 façons d'exercer le métier de journaliste. Et produire des formats, pour moi, c'est une autre façon d'exercer et une qui aujourd'hui personnellement me nourrit davantage, me donne plus de sens. Journaliste a toujours été, même pas une vocation, mais je ne savais pas bien ce que j'aurais pu faire d'autre dans ma vie. C'était une évidence. Aujourd'hui, je vois plus les mauvais côtés du métier que les bons. Je vois plus la responsabilité qu'on peut avoir dans certaines évolutions de la société. Les travers, il y a des choses qui me plaisent moins et dans lesquelles je trouve moins de sens. Produire des contenus qui me semblent utiles à la société, qui me semblent avoir un impact, aujourd'hui me donne plus d'épanouissement et un sentiment d'utilité qui est, voilà, dont j'ai plus besoin. Donc, c'est une évolution qui me semble assez logique et c'est vrai que les deux sont assez complémentaires parce que mon métier premier, ça reste l'antenne et je prends beaucoup de plaisir à faire de l'antenne tous les jours. Mais petit à petit, je suis davantage nourrie par ces contenus au long cours et un peu plus ambitieux, moins dans l'info quotidienne que je fais. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais complètement, en tout en cas, fait. mes journées sont partagées en deux. Ah bah, super transition parce parce qu'Arnaud avait justement une question un peu plus pratico-pratique, je crois. C'est ce que j'allais te demander, effectivement, du coup, c'était interroger un peu ta pratique quotidienne, à la fois en tant que journaliste, puis ensuite, j'allais dire en deuxième demi-journée en tant que productrice. Est-ce qu'il y a des éléments communs entre les deux? Donc, au-delà du journalisme, je prends l'exemple de l'incarnation, puisque le matin, tu incarnes l'information sur C8 en direct chez William Lémergie. Est-ce que tu sens que l'exercice de l'incarnation, c'est quelque chose que tu voudrais retrouver dans le format documentaire? Ou est-ce que tu distingues les deux métiers de journaliste présentatrice et de productrice d'un autre côté? Je l'incarne quand je vais défendre mes programmes. Quand je suis sur les radios ou dans des émissions de télé où je vais défendre le sujet, défendre l'expérience, etc. Donc, c'est ma manière de l'incarner. Après, ça dépend vraiment des formats. Pourquoi pas? Il y a des formats qui sont incarnés et ça marche très bien comme ça. Il y en a d'autres. D'ailleurs, au tableau, au départ, je l'avais imaginé incarné. Et puis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fort, finalement, de laisser les enfants avec l'invité et de les laisser dans ce huis clos et entre eux. Et j'ai sorti l'incarnation. C'est pas obligatoire d'avoir une incarnation dans le format, mais c'est pas non plus exclu. Enfin, ça dépend vraiment des formats et des sujets. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Faut pas incarner pour incarner, quoi. Ok. Et à l'avenir, tu penserais à potentiellement peut-être incarner toi-même des formats documentaires ou tu veux vraiment rester dans une Bien sûr, posture ouais, si ça de... s'y Ouais, prête, je serais ravie, bien sûr, ouais, ouais. d'accord. Ok. Et de les produire et de les incarner et de tout faire. De tout faire, quoi, de animer, conceptualiser, écrire, C'est ça. porter et produire. Mais je produis pas forcément, enfin, pas du tout d'ailleurs, mes créations, puisque j'ai la chance d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent me proposer des idées, des concepts, des formats. Et donc, ce que je produis aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui sortent. Alors après, évidemment, c'est un travail collectif. D'une idée première, c'est retravaillé, donc ça devient une œuvre plus collective, mais l'idée originale n'est pas de moi. Revenons sur Au Tableau pour une question, Ouais. ce fameux programme qui donc n'est pas un format documentaire, mais plutôt un magazine. Mais en tout cas, là, on l'a titré cette question, qui n'est pas d'ailleurs sous la forme d'une question sur le titre, From Au Tableau to Facing the Classroom. Évidemment, pour peut-être souligner les trois étapes, on va dire, un peu clés on parlait de toute la chaîne audiovisuelle, de la création, l'aspect développement et l'aspect diffusion il y a un instant. Justement, pour un peu voir avec toi et revenir avec toi sur les trois étapes et comprendre un peu l'histoire derrière Au Tableau, entre d'abord le moment de création,
Ensuite, le moment plutôt de développement, tu disais, typiquement, vous avez pensé à un incarnant un moment, puis finalement non. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis quelles ont été aussi peut-être les interactions avec la chaîne, enfin à voir, ça c'est je te la poserai dans un second temps, donc je te laisserai répondre et puis dans un troisième temps, la distrib. Donc peut-être dans un premier temps, comment est né le format en fait exactement? C'est né d'où cette histoire? Est-ce que c'était dans une salle d'école? Non, mais ça fait très, très longtemps que j'avais ce format en tête. Quand j'étais à Public Sénat, donc ça remonte, je traitais de l'actualité politique, j'interviewais beaucoup de politiques et bon, j'étais confrontée, comme beaucoup de journalistes, à cette frustration de la langue de bois en permanence et de quelle que soit la question posée et la formulation et le soin qu'on y met, ben, on a un peu toujours les mêmes réponses. Et j'avais depuis longtemps cette idée qu'il fallait confronter un politique au questionnement d'un enfant pour essayer de le faire sortir un peu de cette façon de parler qui nous impose. De ces Donc, fiches. comment? De ces fiches, je disais Ouais, de de ces fiches, exactement, de ces de jouer en éléments de langage. langage, etc. Donc, je sais que j'avais l'idée déjà quand j'étais à Public Sénat. Ensuite, je suis partie 2 ans à Jérusalem. Donc, c'était de quelque part dans un coin de ma tête. Et c'est vraiment quand je suis rentrée de Jérusalem que je crois que je l'ai couché sur papier. Et ça a été depuis le début, à partir du moment où j'ai écrit au tableau, c'était du générique début au générique fin. J'avais toute la construction et le format était très construit. Bon, c'est pas pour ça qu'il était à l'antenne. Donc après, j'étais pas productrice à l'époque, j'avais pas ma société de production et donc j'ai commencé à en parler à quelques producteurs. On me disait ouais, c'est sympa, ça ferait une bonne chronique. Je leur disais non, mais c'est pas une chronique, c'est une émission politique à part entière. C'est pas 5 minutes Donc au départ, voilà, on rencontre plusieurs personnes qui y croient plus ou moins. Et puis je me suis retrouvée au cours d'un déjeuner avec un ami producteur à lui demander son avis. Il aimait bien l'idée. Et puis un jour, il m'appelle à 23h. Je faisais l'antenne le soir sur iTélé à l'époque et il était à Bruxelles avec le patron de la RTBF et il me dit je te passe le directeur de la RTBF. Voilà, en fait, j'ai compris après qu'il avait passé la journée à lui pitcher des trucs sans grand succès et que au dîner, il lui dit ah bah sinon j'ai une copine qui m'a parlé d'un truc et voilà. Et le patron de la RTBF a complètement flashé sur l'idée. Donc 3 jours plus tard, j'étais à Bruxelles. Il a commencé par me dire bah, est-ce que tu as protégé ton format? Alors, pas du tout. Donc il était sympa quand même. Il m'a dit bon, Ouais. bah, tu vas commencer par déposer déjà ton format, etc. Et puis donc la première adaptation a eu lieu en Belgique. Et OK. c'était la version incarnée encore à l'époque. D'accord, donc en Euh, fait, il y a une version avant la version qu'on a connue, nous, en ouais, 2017 pour la ça a commencé par présidentielle. la Belgique Ça a parce qu'en commencé par la France, Belgique. j'arrivais pas trop. Ça prenait pas. Euh, Enfin, ce producteur avait quand même des touches. Il l'avait vendu à France 4. Après 150 réunions, ils avaient rétropédalé. D'accord. Finalement, ne s'était pas lancé. Et donc, ça a eu lieu en Belgique avant. Voilà. Et puis en France, Et tel que ça a été euh, pensé initialement, est-ce qu'il y avait cette dimension, c'était vraiment politique dès le début ou pas politique, forcément? que avec Ouais, des hommes politiques. à la Ouais, base, tout à OK. fait. OK. C'était pas pour des élections, mais c'était OK. avec des ministres, avec des gens de l'opposition, voilà. Et puis l'élection présidentielle de 2017 approchait et je me Ouais. disais, c'est quand même, il faut absolument que je le fasse enfin, c'est le cadre idéal et il faut que j'ai les candidats à la présidentielle dans ma salle de classe. Donc cet ami producteur s'était cassé les dents avec France 4 et avec tous les autres diffuseurs, voilà, m'a dit, écoute, je suis désolée, j'ai fait mon max, mais ton format est génial, mais voilà, bonne chance. Et, et donc, c'est là que je suis allée voir Mélissa Thoriot, que je connaissais sur le plan personnel, en lui disant, voilà, j'ai ce projet, l'élection présidentielle arrive, il faut absolument, et elle est repartie avec moi, revoir les mêmes diffuseurs. Enfin maintenant, c'est un peu public, donc je le raconte de manière assez, voilà, ça a d'abord été, enfin moi, je l'avais proposé dès le départ à C8, puisque c'était mon groupe, hein, mais qui aimait beaucoup, beaucoup, mais qui n'y allait pas. Donc voilà, on l'avait vendu à TF1 pour TMC, qui finalement a planté une semaine avant le tournage. Une fois qu'on avait fait le casting des enfants, qu'on avait préparé, calé les candidats, évidemment, Ouais. préparé les émissions avec les enfants, et comme finalement, pour des questions de temps de parole, comme Marine Le Pen a systématiquement refusé de venir, bon, ça marchait plus pour C'est TF1 compliqué, parce ouais. que voilà, donc ils ont annulé. Et on s'est retrouvé à une semaine du tournage prévu Ouais. avec les candidats, 5 candidats quand même, les enfants, les émissions prêtes. Et c'est là où C8 a eu le nez
prendre à la volée. Voilà. Et c'est revenu sur C8. C'était le premier diffuseur à qui on l'avait proposé. Et voilà, après, voilà, l'histoire. Enfin, je vous l'ai fait un peu en raccourci parce que ça a été plein de déceptions, de rebondissements. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Beaucoup de moments de désespoir. Et puis, on a fini par tourner avec Macron, donc notamment, une émission qui a fait un buzz incroyable, qui a fait le tour du monde et un très gros succès d'audience. Donc, voilà, c'est comme ça que le format a été lancé. Et aujourd'hui, je vais là, début janvier en Finlande, mais peut-être que je vais trop vite là par rapport à votre planning, à votre programme. Mais, C'est pas grave, on est professionnel, on s'adapte. parce qu'en fait, en Non, même parce que temps pour le coup, on se que. retrouve de ton côté, toi, tu as l'habitude quand tu présentes le midi, mais là, du coup, non, mais c'est très bien. Effectivement, il y a la dimension en gros création que tu as très, très bien décrite. C'est très intéressant d'avoir aussi ce résumé, qu'on comprend que c'est pas simple. Peut-être juste avant de parler de la dimension effectivement internationale, sur la dimension développement. Justement, on disait initialement, c'était une émission vraiment purement politique. Et combien il y a eu beaucoup d'allers-retours en fait entre la première version, tu disais de façon, de ce que je comprends, étant donné l'histoire et que tout était déjà tout prêt, il manquait juste le diffuseur. En fait, il y a eu pas forcément beaucoup d'allers-retours par la Ah suite. non, sur le contenu, pas Voilà. du tout, parce que les rubriques étaient là. C'était une question de casting. Quels sont les invités qui Ouais. vont dire oui? Mais bon, avec une présidentielle, de toute façon, ça s'imposait un peu. Enfin, on n'avait pas trop. Et l'incarnation, oui, c'est après la version belge. Et tout en essayant, pour la présidentielle, je trouvais ça tellement fort, en fait, qu'il n'y ait que l'invité, enfin le candidat face aux enfants. Peut-être qu'on n'aurait pas été dans un cadre présidentiel, je n'aurais pas pensé comme ça, mais je trouvais ça beaucoup plus fort de ne Le pas fait avoir qu'il n'y ait pas eu d'intermédiaire. d'incarnant, ouais, d'accord. Ouais, voilà. Et en fait, et très souvent, Euh, je pense que ça a peut-être même participé à cette dimension internationale format, parce que le fait d'enlever l'incarnant, mm, justement, ça enlève l'incarnation qui s'adapte, mais ça, du coup, ça, je dirais pas parce que le terme, c'est pas le bon et il est un peu moche, ça mécanise, mais quelque sorte, ça donne un plateau, en fait, qui peut très facilement, on peut imaginer justement, chacun peut mettre les c'est vrai. personnes, et ça donne d'un seul coup des couleurs différentes, en fait. Après, ça rend le format compliqué. C'est un format très artisanal, si vous voulez, par rapport à un format comme The Voice où tout est écrit jusqu'au choix des ampoules, etc. Ouais. Là, le format repose sur le travail avec les enfants, justement. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, il y a une façon de travailler avec les enfants pour. C'est Voilà. vraiment un équilibre très subtil entre la spontanéité qu'il faut absolument garder, la fraîcheur, la spontanéité, le côté direct des enfants, et quand même un peu de préparation parce qu'on ne va pas non plus les mettre dans une place et leur dire allez-y, posez tout. Enfin, il faut qu'il y ait quand même du contenu et Ouais, bien sûr. donc leur apporter des informations et les préparer pour qu'ils aient des billes pour être en mesure. Donc, c'est là où repose le format et c'est pour ça que, on en parlera dans un instant, à chaque fois qu'il est adapté, je l'accompagne vraiment parce qu'il y a un savoir-faire que je veux transmettre pour que l'esprit du format reste. L'incarnation aurait rendu plus facile, je pense, l'adaptation parce que là, il faut que les enfants s'adaptent à chaque fois, que le travail avec les enfants soit identique. Et du coup, j'imagine qu'il y a une libre de production, ou en tout cas des éléments très clairs, où à la fois tu Oui, mais en même temps, c'est beaucoup aussi sur voilà, la transmission ouais, la orale, quoi. transmission orale, mais je comprends complètement. Bah, justement, comment s'est fait alors peut-être ce premier élan vers l'international? En fait, il y a eu déjà la Belgique, qui d'une certaine manière, C'est bon, ça. passe francophone, la France, et comment de là, tiens, c'est parti à l'étranger, quel a été le territoire suivant? En fait, ça s'est fait en même temps que la France, parce que justement, D'accord. c'était tellement galère de réussir à le faire en France, et comme ça avait marché en Belgique, j'ai lancé l'idée de le faire ailleurs en même temps que la France. Et donc, j'ai signé un mandat de distribution avec Can't Stop Media, qui était Vivendi Entertainment à l'époque, en même temps que j'ai cédé mes droits pour la France à Mélissa Thoriot. Enfin, ça a été vraiment concomitant. Mais bon, l'émission française est sortie avant parce qu'il faut quand même le temps d'intéresser d'autres diffuseurs ou d'autres producteurs à l'étranger, mais ça a été lancé en même temps. Et le premier pays après la France, je crois que c'était le Liban, si je ne me trompe pas. D'accord. Le Liban, c'est vrai qu'à l'époque, je sais qu'il y a un épisode, entre autres, avec l'ex-premier ministre, Saad Hariri, ouais, tout à Saad fait. Hariri. Qui revenait de son voyage un peu bizarre en Ouais, Arabie Saoudite, dont on ne particulier savait pas avec s'il les avait appels de été. Macron, on s'en Ouais. souvient. En Et effet. oui, qui avait donné lieu à une question des enfants aussi assez. Je ne sais plus si c'était la Nouvelle-Zélande ou le Liban, mais il y en a eu beaucoup assez à la suite. À la suite. Ouais, dans des pays. Donc je suis allée jusqu'en Arabie Saoudite. Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays où je suis pas allée parce que
comme en général, j'y vais 24 ou 48 heures. Bon, là, il y avait Ça plus de fait voyages que de temps plus de sur temps place. dans l'avion que… Donc, j'ai fait le consulting par Skype à distance. Il y a une version Euh, Middle East aussi, je crois, puisque on a pu Où récupérer ça? quelques visuels Middle East, enfin Moyen-Orient, enfin je crois qui Bah, diffuse c'est le dans Liban plusieurs et pays. l'Arabie Et Saoudite. l'Arabie Saoudite. C'était la même version? Non, c'est la même Ouais, productrice, mais d'accord. Ok. c'était vraiment deux adaptations différentes. Différentes. Ok. Il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Italie, il y a eu l'Allemagne. Là, l'été dernier, où les candidats à la chancellerie sont passés. Il y a eu John de, enfin le pays et la société de production de John de Mol, ce qui était pour moi une Alpha, grande oui. fierté. Voilà, le roi du format, le Normal. roi qui s'intéresse et qui veuille adapter au tableau. Ça, c'était une grande fierté pour moi. Il y a eu la Pologne, il y a eu donc les Pays-Bas, je me rappelle plus, mais donc là, la République tchèque en ce moment, qui est en diffusion en ce moment parce qu'il y a une élection présidentielle, je crois, et la Finlande qui arrive en début d'année prochaine. Je vais à Helsinki début janvier. Ah, futur voyage. C'est pas plus mal, ça te permet de voyager, effectivement, plus de découvrir peut-être des coins du C'est monde que tu ça. ne Bon, connaissais pas. c'est rapide, hein. L'Arabie Saoudite, je suis restée même pas une nuit, je crois. Mais c'est rapide à Ah chaque oui, fois, c'est mais express. express. Mais c'est chouette parce que c'est évidemment universel, la spontanéité des enfants. Et enfin, à chaque fois, je retrouve l'esprit de tableau. Ouais. Et puis j'imagine que Et ça je- doit aider le décor de la classe, parce qu'une classe aussi, c'est universel quelque part, peu importe où on va dans le monde, il y a ce Exactement. tableau avec ce dispositif qui est en fait une scène un peu… Et j'insiste beaucoup pour que ça ait lieu dans une vraie école et que pas qu'on reconstruise un décor de classe dans un studio parce que c'est hyper important que les enfants soient dans leur environnement, même si c'est pas leur école, mais qu'ils soient chez eux et que les invités, parce que c'est assez impressionnant de retourner à l'école, notamment pour un homme politique ou de pousser une salle de classe qui est remplie d'enfants et de se retrouver face à 18 pères Dieu comme ça. Donc le décor est hyper important, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup. Il n'y a qu'une fois où ils ont recréé une salle de classe dans un hôtel parce que, bon, j'ai fini par céder, voilà. C'était ni un studio, ni une école, c'était un peu entre les deux. Mais sinon, je suis assez catégorique sur le fait que ça doit forcément être dans une vraie école. Et du coup, c'est assez universel, c'est vrai. Arnaud, je te laisse, on transfère sur la question 3. Pardon. Tout à fait. Bah, tu l'as un petit peu évoqué, Caroline, tout à l'heure, sur les sujets typiques qu'on pourrait aborder dans un format documentaire. Enfin, en tout cas, des séries sur lesquelles tu travaillais. Quand on voit qu'il y a pas mal aussi, donc comme je disais tout à l'heure, des ingrédients du réel qu'on investit dans le format documentaire. Est-ce que chez Au Tableau Production ou toi en tant qu'autrice, tu as des sujets de prédilection sur lesquels tu souhaites t'exprimer quand tu fais justement quand tu produis quand tu crées ce type de série documentaire? Est-ce que c'est plus lié peut-être au format d'interview, d'échange, d'éléments humanisants? Enfin voilà, comment tu bornerais un petit peu l'ensemble des sujets que tu aimes bien traiter dans ce type de format? Alors, donc, comme je vous disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir un impact sur des sujets de société qui me semblent importants. C'est de mettre en présence des mondes ou des groupes qui, a priori, ne se seraient pas rencontrés. C'est comment chacun aide l'autre, enfin, comment chacun fait un pas vers l'autre et l'aide à progresser. C'est le vivre ensemble. C'est la thématique commune de chacune de mes productions. Et c'est surtout donc d'expérimenter des solutions. Ça, c'est vraiment important. Tous les programmes que je produis sont très positifs, très constructifs, très dans la proposition de solutions. Je suis pas dans la dénonciation, je suis pas du tout, c'est pas du tout ma ligne. Ma ligne, c'est d'expérimenter des solutions à des enjeux de société et de faire un peu la preuve par l'image et d'essayer de donner un mode d'emploi pour que l'expérience soit reproduite et puisse inspirer. Et donc, Une vie d'écart dont on a parlé, c'était donc l'adaptation de ce format anglais, All People. Le principe, c'est d'emmener pendant 6 semaines une classe de maternelle tous les jours à l'EHPAD. Donc, les enfants, au lieu d'aller à l'école l'après-midi, allaient à l'EHPAD pour faire une série, enfin, tout un programme d'activités validé par l'académie, hein, parce qu'ils sont quand même censés respecter un programme même en maternelle. Donc, on a établi un programme qui a été validé par l'académie, mais qui, au lieu de faire dans une salle de classe 30 avec un prof, faisait avec des camarades qui avaient 85, 90 ans. Et donc, là, pour le coup, c'était un peu comme au tableau, au sens où on avait mis des caméras partout dans une salle d'un EHPAD pour être intervenir le moins possible Inclusif. dans ces liens, voilà, intrusifs, dans ces liens intergénérationnels et les laisser se créer et évoluer. Donc,
on filme le réel, on n'aurait pas pu l'écrire, on ne pouvait pas dire, bah, toi, tu vas sympathiser avec toi, avec un tel, toi, tu vas, voilà, on a laissé les liens se faire tout seul et on avait donc des experts, c'est là où il y a les codes de la télé-réalité qui ont fait faire des tests aux personnes âgées comme aux enfants, au début et à la fin, pour essayer de mesurer, si tant est que c'est possible, alors c'est pas scientifique, mais quand même, les progrès amenés par ce lien intergénérationnel, donc à la fois chez les personnes âgées, bon, les progrès, ils sont visibles à l'œil nu, hein, qui retrouvent l'estime d'eux-mêmes, un sens à leur journée, et donc quand le moral s'améliore, le physique s'améliore, enfin, on voit très bien les progrès, mais ce qui était hyper important, et c'est là où j'ai twisté un peu le format anglais, qui s'intéressait vraiment à la prise en charge des personnes âgées, c'était l'enjeu du format All People. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir ce que ça apportait aux enfants. Et donc, parmi les experts qu'il y avait dans le format initial, moi, j'ai rajouté une pédiatre pour s'intéresser spécifiquement aux enfants et essayer de mesurer là encore leur progrès et montrer que ce lien intergénérationnel, bah, il apporte aux deux. Ce ne sont pas des enfants médicaments, entre guillemets, ce ne sont pas des enfants juste là pour aider les personnes âgées, mais qu'eux aussi en retirent un enrichissement et eux aussi font des progrès. Donc, ça, c'était une vie d'écart et c'est vraiment la même écriture dans 11 de légende. Là, donc, n'est pas une adaptation, mais une création originale, où on a mis en place un entraînement de foot qui a lieu donc toutes les semaines, le mercredi matin, et qui s'adresse à un groupe très mixte. La moitié sont des enfants autistes, l'autre moitié sont des enfants, ce qu'on dit neurotypiques ou ordinaires, enfin en tout cas pas autistes. Donc c'était assez audacieux de faire du foot à des enfants autistes déjà, de les faire jouer avec des enfants neurotypiques, et aussi de demander à des neurotypiques de jouer avec des enfants autistes. Et là encore, pendant 6 mois, on a suivi les liens qui se créaient, les difficultés, ça n'a pas été simple, hein, mais on a suivi et les progrès de chacun. Alors, les progrès des enfants autistes, bien sûr, qu'est-ce que déjà le fait d'avoir une activité physique, mais aussi les valeurs d'esprit d'équipe, de solidarité, comment ça peut les aider à surmonter certaines de leurs difficultés dans l'ouverture aux autres, dans le respect des consignes, dans les différentes difficultés que les enfants autistes peuvent rencontrer. Et j'avais une pédiatre, qui est d'ailleurs la même que dans une à qui j'ai demandé spécifiquement de s'intéresser aux enfants pas autistes, parce que là encore, je voulais qu'on mesure les progrès que eux aussi en retirent, et cette même idée que chacun aide l'autre à progresser et que chacun gagne dans cette expérience inclusive. Et quand je vous dis que ce sont des programmes qui, je l'espère, ont un impact, ben, par exemple, Une vie d'écart, donc a été diffusée en 2020, à l'automne 2020, juste après la crise du Covid. Il y a 6 mois, il y a le maire d'une petite ville du nord de la France qui a annoncé qu'il allait implanter une école maternelle dans un EHPAD. Il a dit, j'ai eu le déclic en regardant un documentaire qui s'appelle Une vie d'écart. Donc, c'est un impact concret, c'est une répercussion directe. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses et c'est vraiment ma motivation à faire des programmes. Donc, j'espère qu'Once de légende. Alors déjà, la première conséquence, c'est que cet entraînement qu'on a mis en place, j'ai fait ça avec la Fondation PSG, pour le film, pour 11 de légende, aujourd'hui, nous, on a retiré nos caméras, on a livré le film, il est diffusé, on a fini notre travail, mais l'entraînement, il continue à Clamart. Il n'était pas là que pour un film, donc ça, c'était la première des conséquences que je souhaitais, et c'est génial parce qu'il y a plein d'autres. Enfin, en plus, j'ai eu la coordinatrice ce matin, il y a plein de demandes d'inscription, il y a de plus en plus d'enfants qui en bénéficient, des nouveaux, des anciens, etc. Et ce que j'espère, c'est que ça permettra à plein d'autres clubs de sport partout en France d'avoir le même type d'initiative et de proposer des entraînements mixtes pour des personnes valides et des personnes non valides, de jouer ensemble. Pas du sport adapté que les personnes handicapées entre elles, mais des entraînements mixtes où chacun fait un pas vers l'autre. Et si j'avais le bonheur que ce format soit adapté à l'étranger, bah, j'espère que ça inspirerait, parce que l'autisme, c'est un enjeu qui ne concerne pas que la France, qui concerne le monde entier. Et voilà, c'est une proposition de solution qui, j'espère, pourra inspirer ailleurs aussi dans le monde. On compte sur toi, en tout cas, Caroline, tu nous tiens au courant. J'espère aussi, évidemment, que ce format pourra s'exporter à l'international pour toutes les raisons que tu as évoquées et soulignées. Je vois qu'il reste 15 minutes, si tu veux, donc il nous reste juste 2 questions, et après on va essayer de laisser du temps à notre... Non, mais, mais nous aussi. On a préféré prévoir plus que moi, peut-être alors très rapidement, en quelques mots, pour te faire réagir, mais on l'a en plus déjà rapidement abordé, et puis notamment avec ce dernier point que tu viens de citer aussi sur ce côté d'impact réel sur la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que c'est resté malgré que les caméras soient plus là. Je sais qu'il y a un autre format actuellement, un peu documentaire ou magazine, du coup, en fonction de comment on pourrait l'appeler, qui a émergé récemment.
et où là, pour le coup, je sais que c'était quelque chose qui se faisait et les caméras sont venues et qui a mis la lumière dessus. C'est le cas des Rencontres du Papotin, parce que c'était un journal initial, voilà, avec, comme c'est écrit dans le synopsis, des journalistes atypiques, là aussi atteints voilà, de différents handicaps, qui posent des questions à un invité. Et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant parce que dans la manière dont ils le font, on ressort de l'invité des choses très nouvelles, un peu à la Exactement. manière du questionnement que tu disais avec la classe au tableau, où là, pour le coup, on a un invité, ou en tout cas quelqu'un qui est un peu déstabilisé ou qui doit répondre de manière très différente, et où on sort des codes habituels. C'est donc les Rencontres du Papotin qui, du coup, existent aujourd'hui aussi à l'international également, développées distribué par Can't Stop, sous le nom international de The Talks, pour reprendre un titre exact. Et En Terre Inconnue, alors ça c'est une des autres, on va dire, un des autres formats documentaires, comme ça, quand on cherchait d'autres, enfin format magazine. Et il y a évidemment Rendez-vous en Terre Inconnue qui là pour le coup n'a peu été exporté parce que c'était à la demande de son créateur, son producteur, qui n'est autre que l'animateur initial, Frédéric Lopez. Oui, monsieur, le nom m'échappait, le temps, toute une digression pour arriver à Il est dire. revenu, c'est bon. Mais voilà, pourquoi je fais un lien entre tout ça? Parce qu'en fait, je me rends compte, et on se rend compte que ces formats documentaires, en tout cas ces formats magazines, il en existe très peu, ils se comptent sur les doigts d'une main. À l'inverse, en Angleterre, il y a beaucoup de factual, justement, on le disait, voilà, alors The Repair Shop qui consiste à avoir une équipe qui va réparer des objets dans une famille, enfin des objets familiaux en général, et suivre des gens. Il y a dans un genre un peu différent, un peu plus divertissant, Gogglebox, où là on suit, c'est une mise en abîme de la télé, où on suit des gens qui regardent la télévision. Et je voulais, voilà, peut-être en quelques mots, avoir ton avis sur est-ce qu'il y a une patte française dans la manière de faire? Est-ce que pour toi, il y a des grandes différences entre les formats français que j'ai cités là et les britanniques, ou pas tant que ça? Bah, non, parce que moi, je suis inspirée aussi beaucoup par les formats britanniques, mais il y a une patte française dans peut-être la prise de risque des diffuseurs qui, en effet, préfèrent prendre des choses qui existent à l'international, qui ont déjà fait leurs preuves et ça, vous en parlez à longueur de talk et c'est l'éternel sujet, c'est imposer la création française et le format français aux diffuseurs français. Et beaucoup, comme moi, parfois doivent passer d'abord par une adaptation étrangère avant de revenir en France. Ça, c'est un peu dommage. J'adore le format des papotins et je suis très énervée de ne pas avoir eu l'idée moi-même parce que c'est un parfait mix entre Au Tableau et Onze de légende, justement. Et quand il y a eu le premier épisode, je ne sais pas combien de messages j'ai reçus en me disant: tiens, regarde, ça, c'est typiquement toi. Et bon, bravo Nakache Toledano. Et c'est formidable. Et j'ai regardé tous les épisodes diffusés jusqu'ici. Et je trouve ça chouette. C'est pas du documentaire, je pense. C'est un peu comme Au Tableau. Magazine, effectivement. C'est des Magazine. interviews, du magazine. Voilà. Il y a une patte française peut-être dans et encore, j'allais dire cette recherche d'impact, mais c'est le cas du format Old People qui est un format britannique, donc on n'a pas non plus le monopole de la recherche d'impact et de ces sujets sociétaux, mais Peut-être que c'est malgré dans tout, la fabrication. on a une créativité Ouais. française. Après, c'est vrai qu'on a une écriture différente. Tu vois, Old People, moi, je l'ai adapté vraiment j'ai gardé l'expérience, le principe, mais j'ai vraiment beaucoup changé l'écriture par rapport au format britannique. Donc, c'est sûr qu'on a une écriture différente qui est plus documentaire, justement. Moins factual, moins télé-réalité. Donc, à partir à l'inverse, Onze de légende qui est très documentaire, j'ai envie de le faire adapter à l'étranger, mais il faudra changer un peu l'écriture et l'internationaliser davantage. Donc, je pense que la patte, elle est plus dans l'écriture que dans le concept lui-même. Mais il y a une grande créativité en France et il faut continuer à pousser les formats français pour qu'ils s'exportent. Il n'y a pas de raison. J'espère que Onze de légende trouvera sa place aussi à l'international parce que c'est tout aussi utile que The Repair Shop, voire, ça peut apporter aussi aux sociétés anglaises ou allemandes ou à d'autres pays. Donc, je ne sais pas quelle est la patte française. Je pense que l'écriture est un peu différente, mais qu'elle peut trouver sa place partout et il faut continuer à pousser comme vous le faites. Arnaud, sur la... Très très rapidement, la question que j'allais te poser, tu l'as un peu introduite sur la question précédente, hein, c'est les besoins des diffuseurs.
Sur les sujets que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des diffuseurs qui sont plus à la recherche que d'autres d'expériences un peu sociales ou d'interviews originales? Est-ce que là, pour l'instant, on a le prisme de C8 et de Canal+, via tes documentaires, et puis à travers aussi l'expérience de Haut Tableau qui nous a montré que tu as commencé par C8, puis ensuite tu as fait le tour de table de tous les diffuseurs pour revenir au final chez C8. Voilà, est-ce que à la fois chez les diffuseurs linéaires, donc là j'ai pris l'exemple de C8 et Canal+, mais aussi chez Combini, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est sur cette plateforme-là aussi que tu as adressé à une de tes créations. Est-ce que tu sens qu'il y a des besoins et si oui, lesquels? Enfin voilà, si tu pouvais Et les Combini, décrire en j'ai rien quelques fait mots. avec eux, hein. Je sais pas à quelle création tu fais Ah, référence. c'était pas sur Combini, c'était peut-être sur une autre plateforme que tu avais. OK Zoomer, c'était pas sur Combini? Non, c'était sur les éclaireurs, c'est le digital Ah, de Canal+. d'accord, autant pour moi. Mais ça aurait pu être sur Combini, parce qu'en effet, ils ont aussi des contenus un peu dans le même genre ou engagés. Pourquoi Mhm. pas, ouais, ouais. Mais bah, moi, on n'arrête pas de me dire à longueur d'interview que tout ce que je fais, c'est très service public, mais c'est toujours sur Canal+. Donc, et je suis ravie que Canal+ s'empare de ces sujets, de cette volonté, de ces combats, et m'accompagne là-dedans. Le service public n'a pas le monopole du vivre ensemble, des sujets sociétaux et de la proposition de solutions. Donc, je ne sais pas s'il y a. Après, c'est compliqué, hein. Mhm. C'est pas forcément des choses qui font énormément d'audience, même si All People, ça a bien marché sur Channel 4, ça dépend comment il est exposé aussi. C'était sur Channel 4, qui est une grosse chaîne, c'était en prime time, je crois. Euh, Une vie d'écart, ça a été diffusé sur RTL en Belgique, ça a super bien marché aussi. Donc, Mhm. c'est pas forcément cantonné à une audience de niche. Encore faut-il lui donner peut-être l'exposition que ces programmes méritent, et sans doute que les diffuseurs ont un peu peur de mettre en prime time ou de lui donner une exposition un peu risquée, parce que, bon, évidemment, si c'est un plantage, bah, derrière, il y a toutes les conséquences économiques qu'on connaît. Donc, peut-être qu'il faudrait davantage les mettre en avant. Je pense qu'aujourd'hui, l'impact et ces sujets sociétaux, ils sont incontournables pour tout le monde, et notamment pour les médias, pour les entreprises, mais aussi pour les médias qui doivent prendre le lead sur ce sujet-là, que ce soit pour le public qui a de plus en plus envie de ces contenus, mais parce que même le public jeune que tout le monde essaye de capter, on voit qu'aujourd'hui, dans leur recherche d'emploi, ils ne veulent pas seulement avoir un employeur, un grand groupe, ils s'en fichent un peu. Ce qui les intéresse, c'est le sens, c'est l'impact de leur job. Donc, je Mhm. pense que c'est des contenus qui sont susceptibles de les attirer. C'est dommage qu'ils ne soient pas un peu mieux mis en valeur et mis en lumière. C'est déjà bien qu'ils existent. Mais, C'est une première mais étape voilà, déjà. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit le diffuseur, ce qu'ils recherchent, c'est faire du Netflix, c'est l'effet waouh, c'est un accès exclusif à une personnalité, ou c'est une série doc sur un fait divers, comme l'affaire Grégory. Enfin, c'est pas forcément une expérience Mhm. sociale avec des enfants autistes, quoi. Mm. Mais, mais ça a sa place, et je pense que ça peut avoir son public aussi. Si c'est bien présenté, si c'est bien mis en valeur, il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi des succès d'audience. Mhm. Tout à fait. Je trouve que ça fait une belle conclusion pour en tout cas nos questions à nous avec Arnaud. Est-ce qu'il y avait des questions de la part Dans des la personnes salle. qui nous écoutent Dans la dans salle, la salle? dans la salle métaversée du Zoom. S'il y avait des questions, c'est le moment. Mais tout le monde a envie d'aller voir le match, là. Je crois que c'est un peu ça. En même C'est temps, je te préparé, rassurais, quoi. je me dis, heureusement qu'on est un peu débordé. Comme ça, voilà, on n'aura pas été frustré de ne pas avoir posé nos questions. Mais voilà, l'idée, c'est pas non plus de frustrer personne. Voilà, vous avez Caroline Delage en face de vous. Je sais que parmi, je reconnais certains habitués, certains ont aussi des projets de format parfois documentaire. Si jamais voilà, vous avez des questions auprès de Caroline, c'est aussi le moment. Et puis sinon, voilà, on pourra lui transmettre une autre fois un jour. Ben, Caroline, moi, je voulais te dire que sur ton format sur les enfants autistes et le football, n'hésite pas à essayer de vendre cela au Québec, parce que le Québec et le Canada est de plus en plus intéressés par le football européen, et c'est des sujets d'actualité qui sont euh, très pris en compte au Québec. Le fait de vivre ensemble, les différences, etc. Donc, n'hésite pas, si tu ne l'as pas déjà fait, à voir
quelle J'ai boîte pas de encore de production? distributeur pour l'instant sur ce. D'accord. Comme il vient d'être diffusé en France, j'ai pas encore de distribution, mais j'y réfléchis. Enfin, c'est la prochaine étape que je veux engager, ouais. Parfait, ben, bonne chance en tout cas. Bah merci. Si tu as un tuyau sur le Québec, je suis preneuse, hein. Oui, En fait, moi, je suis du Québec. Je n'ai pas nécessairement de tuyaux, mais peut-être que je pourrais réfléchir comme il faut parce que dernièrement, il y a des trucs qui ont été faits avec des autistes qui étaient fort intéressants. Et notre présidente de l'Union des artistes ici, elle a un enfant autiste et elle travaille beaucoup à les mettre en valeur et puis leur donner toutes les chances, surtout que le sien, son enfant, s'en va vers... il est dans la majorité, alors, tu sais, passé 20 ans, alors ça devient encore plus complexe, mais c'est sûr qu'il y a vraiment des ouvertures. C'est drôle, j'y pensais moi-même d'intervenir là-dessus, mais je pourrais en tout cas réfléchir aux tuyaux. On Et va puis, l'adapter directement. oui, peut-être. Eh ben Moi, voilà. je ne suis pas une productrice non plus, mais merci beaucoup. Le format documentaire, en fait, moi, je le connaissais moins. Et puis, je suis fort intéressée. J'ai pris toutes sortes de notes pour aller voir ce que vous faites. Parce qu'évidemment, au Québec, on n'a pas tout. Alors, j'espère que je peux trouver ça sur YouTube ou Non, mais 11 Google, légendes, quelque c'est part. sur Canal et il faut avoir les codes Canal. Ah oui, hein? OK. Mais j'essaie de militer pour avoir une diffusion en clair parce que je pense que ce serait utile d'avoir une diffusion en clair. Pour le bien public. Attends, Exactement. il y a une expression qui m'échappait de bien, voilà. Je Au pense service que public. le service public, c'est nécessaire, effectivement. Super, si jamais voilà, ça participe à un tuyau vers nos amis outre-Atlantique, avec plaisir. Après, je peux envoyer des liens individuellement si besoin, évidemment. Si un intérêt particulier, je peux envoyer des liens de visionnage. En tout cas, voilà, le message est passé. Si jamais, voilà, nous, on peut faire en tout cas aussi le pont, si jamais il y avait besoin de faire un pont entre Caroline et toutes les personnes aussi présentes dans tous les sens possibles, on pourra transmettre les contacts si jamais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de conclure ce talk du jour et avant d'aller voir le match, puisqu'effectivement, il y a certes des Canadiens québécois présents parmi nous, mais il y a aussi, je le sais, quelques francophones et français, en tout cas, qui ont hâte d'aller voir le match qui oppose la France au Maroc. Mais avant ça, peut-être une dernière question avant de laisser la parole aussi à Arnaud. Je crois qu'il voulait peut-être ajouter quelques éléments de fin de rencontre. Non, Gaël, je crois que Gaël Castelet. Oui, bonjour. C'était Bonjour. une question sans être une question, c'est une remarque que je me faisais parce que j'essaie de développer en tout cas des projets sites documentaires. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un processus, vous avez expliqué tout à l'heure, qui est extrêmement long. C'est le sentiment que j'ai sur les retours des boîtes de production, la réécriture, les validations du CNC. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, même si vous avez déjà parlé durant la conférence de ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réel sur le marché du documentaire ou des émissions de ce type, où on est vraiment sur des processus très longs, ou c'est moi qui ai... Oui, ça dépend Une vie d'écart, c'était l'adaptation d'un format anglais. Donc, au niveau de l'écriture, c'était pas très long. J'ai mis quand même 1 an à trouver le diffuseur. Donc, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. 11 de légende, ça a été plus long en écriture parce que c'était une création originale. Et ça a été très rapide parce qu'il y a eu un coup de cœur du directeur des sports de Canal+, pour le sujet et pour le procédé. Donc, ça dépend vraiment. Mais globalement, il faut quand même 1 an pour faire un projet minimum, quoi, je dirais. Et après, il n'y a pas de case dédiée. Encore que Canal+ a cette case qui s'appelle les éclaireurs, qui se prête bien à ce format. D'ailleurs, je le squatte un peu entre une vie d'écart, 11 de légende, etc. Je vais bientôt leur demander à ce qu'ils me l'attribuent la case pour moi, mais c'est un peu, j'en connais pas beaucoup des cases comme ça. Après, bon, bien sûr, il y a toutes les cases du service public, mais pour des documentaires plus classiques. Mais pour ce type de format, pour l'instant, je ne connais pas de case dédiée chez les diffuseurs, sinon je me serais un peu jetée dessus, évidemment. Bon, faut peut-être que c'est un peu nouveau, je pense. C'est des écritures nouvelles. Il faut peut-être le temps
que ça intéresse. Et puis surtout aussi qu'on trouve les moyens de financement, parce que c'est tellement les moyens de financement du documentaire, comme il n'y a que le CNC, qui a donc encore une fois des critères très très restreints, que le placement de produits est interdit, que enfin tout est interdit en documentaire. Ça, c'est vraiment un gros combat de financer. Moi, j'ai dépensé une énergie dingue pour boucler mon budget de financement parce que le diffuseur me donnait la moitié de ce que ça me coûtait. Donc, c'est aussi un sujet parce que si c'est moins galère de financer, ce sera plus facile à produire et à proposer. Donc, à la fois, il n'y a pas les cases dédiées et en plus, le financement n'est pas adapté. Parce que c'est très compliqué d'avoir du CNC sur ce type de documentaire pour l'instant. Donc, c'est vrai que tout ça rend les choses encore plus difficiles. On est motivé par le sujet, quoi, par le combat, par la cause. Sinon, on laisse tomber. Un grand merci, Caroline, pour à la fois cette réponse très pratico-pratique et technique et en même temps utile, d'avoir aussi ton retour. Je pense aussi qu'évidemment, autre élément que tu ne le dis pas, mais en ligne aussi, je pense que c'est aussi le fait d'avoir aussi développé déjà des programmes aide forcément au programme suivant. Et donc, c'est plus complexe quand… à chaque fois, c'est un peu moins… pas facile, c'est pas le mot, mais… Voilà. Plus fluide dans le processus, en tout cas. On part pas de zéro. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Caroline, pour ta présence. Merci à toi. Ce talk, je crois qu'on a abordé beaucoup d'éléments qui étaient tout à fait complémentaires et qui correspondaient complètement au format du jour. Donc, on en est très, très content. Arnaud, tu voulais peut-être dire un peu quels étaient les prochains rendez-vous, ou de toute façon, on peut les laisser afficher. Très rapidement, on pourra vous les communiquer au besoin par mail. Donc, c'était à la fois nos prochaines formations, mais aussi, si jamais vous étiez intéressé pour adhérer à la fabrique, on organise des rencontres régulièrement au sein même de la fabrique. Et prochainement, on va inviter donc Aaron Ayash, donc qui est à la création et développement de Fremantle, si je dis pas de bêtises, Lace. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est de parler des principales marques du groupe. Notamment celles qui sont à l'antenne depuis longtemps, typiquement Got Talent, donc la France Incroyable Talent, ou encore L'amour est dans le pré, ou Question, pardon, c'est pas Question pour un sur France 3, qui est Question pour un champion. Voilà, donc c'est ces principales marques. Et comment faire durer ces marques sur du long terme? Ce sera dans le cadre des rencontres, donc pas forcément des talks, mais des rencontres de la fabrique pour nos adhérents. Voilà. Et bien évidemment, on vous tiendra au courant du prochain talk qui sera soit en janvier, soit en février, mais c'est en cours de construction. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup, Caroline, pour ce temps précieux et cet éclairage précis sur l'univers à la fois documentaire, mais aussi des écritures du réel. Merci beaucoup et allez les Bleus. Hein. Allez les Bleus. Salut, bonne soirée. Très belle soirée à tous. Bonne soirée à toutes et tous.